Je suis diplômée d'école agro-paritech et spécialisée dans l'affichage environnemental. Donc, vous voyez sur la droite plein de logos qui ont un affichage environnemental. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans cette présentation qu'est-ce qui se cache derrière tous ces logos qu'on peut voir sur les paquets dans les rayons des magasins. Donc, pour remettre rapidement le contexte, suite au Grenelle 1, il y a une plateforme qui a été réalisée par l'ADEME et l'AFNOR, donc l'Agence française de normalisation et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ils ont voulu mettre un cadre en fait à l'affichage environnemental, définir une méthodologie pour aider les entreprises qui voulaient se lancer dedans. Et il faut toujours considérer pour l'affichage environnemental le couple produit-emballage, c'est-à-dire qu'on ne va pas considérer juste le produit pur, on va aussi considérer l'emballage qui est mis en rayon. Et un travail a été réalisé par catégorie de produits. Donc on considère l'alimentation, ce que je vais vous présenter, c'est un des secteurs, mais il y a également d'autres secteurs qui s'intéressent à l'affichage environnemental, comme le textile ou l'ameublement par exemple. Suite à ça, en 2011, une expérimentation a été lancée par le ministère de l'écologie et du développement durable, donc au niveau de la France entière. Un appel aux entreprises volontaires a été effectué, donc plus de 150 entreprises ont voulu faire l'affichage environnemental. Donc l'avantage de cette expérimentation, c'est vraiment les entreprises le font un peu comme elles veulent, elles choisissent leur propre méthode, comme ça on a vraiment un grand panel de méthodes d'affichage environnemental différentes. La seule importance, c'est d'avoir une approche multicritère, donc on va considérer forcément un critère sur le réchauffement climatique, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre, je pense que vous en avez entendu parler, et également un ou plusieurs autres indicateurs sur l'environnement. Donc pourquoi faire un affichage environnemental ? Donc une étude a été réalisée en 2011 par un cabinet de conseil sur les Français et la consommation durable. Et cette étude a révélé qu'en fait les consommateurs souhaitaient vraiment disposer d'une information claire sur l'impact environnemental des produits qu'ils achètent. Et elle révélait également que 56% des consommateurs trouvent difficile de comprendre l'impact environnemental d'un produit, ce qu'on peut trouver sur les packaging qu'on achète, et souhaitaient vraiment avoir une information simple et fiable. De plus, la consommation alimentaire d'un Français représente quand même un impact non négligeable sur l'environnement. Donc j'ai mis des petits chiffres pour illustrer un peu plus. Donc sur un an, ça représente l'équivalent de 10 000 km effectués en voiture, par exemple. En fait, il y a un double objectif de l'affichage qui va être à la fois donc, de donner le pouvoir d'agir aux consommateurs, c'est les consommateurs. Donc quand ils vont faire leurs achats, ils vont pouvoir choisir entre différents produits, plus selon seulement la qualité ou seulement le prix, mais également en fonction de l'impact environnemental de ces produits. Et également, un autre objectif est d'inciter les entreprises à améliorer leur performance environnementale. Par exemple, si on a deux entreprises qui font des pâtes concurrentes, si on a une qui va avoir un impact environnemental énorme, qui va polluer beaucoup, et l'autre pas du tout, ils vont se dire mince, mon concurrent pollue peu, il faudrait peut-être que je m'ajuste et que je fasse des choses pour diminuer mon impact environnemental. Donc pour l'affichage environnemental repose vraiment sur la base de l'analyse de cycle de vie. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de la fourche à la fourchette. Donc si vous voyez, on commence ici, donc la production des ingrédients et la production des matériaux d'emballage. Donc par exemple la production du blé, donc la culture du blé. Suite à cette production d'ingrédients et d'emballage, on les transporte jusqu'au site de fabrication de l'industriel. On les assemble selon un process. On sort un produit fini, par exemple un gâteau, qu'on retransporte jusqu'à des entrepôts distributeurs qui seront ensuite dispatchés dans les différents magasins où vous allez faire vos courses. Et suite à ça, les consommateurs vont chercher dans les magasins le produit en voiture, le ramènent chez eux, le consomment, éventuellement le cuisent, puis jettent les parties non consommées comme les emballages ou encore s'il y a du gaspillage alimentaire, ils jettent la fin du produit non consommé. Donc c'est vraiment important de considérer toutes ces étapes pour comprendre comment l'affichage environnemental est calculé. Donc les informations dont on a besoin pour connaître l'impact environnemental d'un produit commencent donc par le début du cycle. On a besoin de connaître la nature des ingrédients qui composent le produit, la nature des matières premières utilisées en fait. Donc comme on a eu la présentation des crêpes ce matin, il faut savoir combien il y a de farine de blé, combien il y a d'œufs, combien il y a de lait, combien il y a d'eau par exemple. Savoir d'où est-ce qu'ils viennent, en France, à quel endroit exactement.
la distance qui va être parcourue entre leur lieu de production et le site de fabrication industrielle. Pareil pour les emballages du coup. Ensuite, on a besoin de savoir comment c'est acheminé. Alors, est-ce que c'est acheminé en bateau, en camion, en train, voire même en avion, puisque ces moyens de transport n'ont pas le même impact sur l'environnement. Au niveau du site de fabrication, donc on a besoin de savoir où il est localisé, donc ça rejoint ce que je disais sur les distances, et également toutes les consommations d'énergie, par exemple les consommations d'eau, d'électricité ou de fuel que l'industriel va faire lors de son process de fabrication. Donc en parallèle, si on est dans un réseau de distribution, il faut connaître quels sont les entrepôts des distributeurs, où est-ce qu'ils sont situés, et également les consommations électriques de stockage en magasin, par exemple, pour connaître l'impact environnemental. Et pour finir, on a besoin d'avoir des informations sur comment est utilisé le produit. Donc, est-ce qu'il est chauffé, est-ce qu'il est consommé cru, aussi au niveau de son stockage, est-ce qu'il est stocké à l'air ambiant, ou est-ce qu'il est stocké en réfrigérateur ou en congélateur, et combien de temps. Donc tout ça va avoir un impact différent sur l'environnement. Donc un petit quiz, selon vous, quelle est l'étape la plus impactante sur l'environnement? Est-ce que c'est la production des matières premières, ou alors est-ce que c'est plutôt le transport des ingrédients, des emballages et des produits finis? Donc quand je dis transport, j'entends tous les petits camions qui sont dessinés sur le cycle à tous les endroits. Donc je vais vous laisser 2 secondes pour réfléchir et puis je vous donne la réponse. Donc du coup, c'est bien la production des ingrédients qui est l'étape la plus impactante. Donc on pourrait penser que c'est le transport, puisqu'on entend souvent parler dans les informations, les camions, ça pollue, etc. Mais au final, c'est vraiment la production des ingrédients qui est l'étape la plus impactante. Ça varie en fonction des produits, bien évidemment. Si on considère un fruit ou si on considère un poulet, ça va être différent, mais ça reste tout de même l'étape la plus impactante sur l'environnement, donc par rapport à toutes les étapes qu'on a détaillées auparavant dans le cycle de vie. Donc pourquoi? C'est principalement dû au fait que pour produire des ingrédients, on a besoin déjà de temps, on a besoin de beaucoup de choses, d'apporter des intrants, d'apporter de l'eau, donc besoin d'énergie, ce qui explique pourquoi c'est l'étape la plus impactante. Donc maintenant, je vais vous détailler 3 exemples d'affichage environnemental. Donc j'ai choisi tout d'abord Casino. Donc Casino, ils ont développé seulement l'affichage environnemental sur des produits alimentaires. Donc Fanny va vous en faire passer quelques-uns. Ils sont donc sur le packaging, comme vous allez le voir, mais également sur un site internet pour détailler un petit peu plus pour expliquer un peu plus comment c'est calculé et les différentes étapes, quels sont l'impact des différentes étapes. L'unité fonctionnelle retenue, c'est à 100 grammes de produit ou 100 ml de produit si c'est un produit liquide. Donc ça signifie qu'on rapporte tout au même poids pour pas désavantager les produits en fonction de leur poids. Et les 3 indicateurs retenus, les indicateurs d'environnement, sont donc le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre. Comme je l'avais dit dans l'introduction, c'est le critère indispensable pour faire l'affichage environnemental. Et ensuite, ils ont également choisi 2 autres indicateurs, donc la consommation d'eau et la pollution aquatique. Donc ces 3 indicateurs, on va vraiment les calculer sur chacune des étapes du cycle de vie. Au final, le rendu, donc vous le verrez sur les paquets, c'est un seul indice final qui est exprimé en pourcentage. En fait, c'est un pourcentage de la consommation alimentaire journalière d'un Français. Ça veut dire de l'impact, de la consommation alimentaire journalière d'un Français. Donc ça veut dire si par exemple vous avez un produit où dessus c'est écrit 33%, en consommant 100 grammes de ce produit, vous avez déjà fait un tiers de ce que vous avez le droit en une journée d'impacter sur l'environnement. Un autre exemple avec un autre distributeur français, c'est Picard. Donc là, le support qu'ils ont choisi est différent, donc c'est pas affiché sur les packs, ce sera seulement en magasin dans les rayons ou encore sur leur site internet. Et on a également une petite différence sur les indicateurs retenus, puisqu'ils ne considèrent pas la pollution aquatique, mais plutôt un indicateur biodiversité. Donc pour calculer cet indicateur, en fait, c'est exprimé en mètres carrés de surface de terre occupée pour produire donc les produits Picard, et qui du coup, ces surfaces ne sont pas disponibles pour la biodiversité autre, la biodiversité animale ou végétale. Et un dernier exemple, pour faire une ouverture, donc là, durant toute ma présentation, je parle sur les produits alimentaires, mais juste pour vous montrer ce qui se fait également sur les produits différents des produits alimentaires. Donc Leroy Merlin a également développé un affichage environnemental, seulement sur 5 rayons, donc les parquets, les boîtes aux lettres, les cols, les mastiques et les peintures. Ils ont choisi de l'afficher en magasin également et sur leur site internet. Donc
pas sur le packaging du produit non plus. Donc l'unité fonctionnelle est complètement différente puisqu'on n'est plus sur un produit alimentaire forcément. Et les indicateurs retenus, il y en a un de plus, disons que c'est un peu plus nombreux et il varie en fonction des produits. Ce qui fait que pour la peinture, par exemple, il n'y aura que 3 des 4 critères, mais pour les boîtes aux lettres, il y aura les 4 critères qui seront pris en compte. Donc par exemple, ils prennent en compte l'épuisement des ressources non renouvelables, c'est-à-dire tout ce qui est charbon, pétrole, minerais. Donc c'est une autre façon de mesurer l'impact sur l'environnement. Donc là, rapidement, vous voyez en fait les détails de chacun de ces indicateurs, donc soit sur le packaging pour Casino, mais également en rayon pour Leroy Merlin, et vraiment les résultats détaillés sur les sites internet, donc c'est les 3 blocs que vous voyez en bas. Donc maintenant qu'on a bien présenté comment on calculait l'impact environnemental d'un produit, on peut se demander, si je suis un industriel, comment est-ce que je peux réduire mon impact? Donc je reprends toujours le cycle de vie du produit, puisque au final, pour diminuer son impact, on va pouvoir agir sur chacune des étapes de ce cycle. Donc un premier exemple pourrait d'essayer de se sourcer plus près. Donc par exemple, ces fournisseurs de lait, en prendre un plus près de son site de fabrication plutôt que d'aller se fournir à l'autre bout de l'Europe ou de la France et du coup d'avoir un impact avec le transport qui serait supérieur. Une autre idée pourrait être de changer le mode de transport. Donc par exemple, au lieu d'utiliser un camion, utiliser plutôt le train ou le bateau. Donc ça paraît un peu compliqué pour ce qui est du train, mais il y a quelques industriels qui aujourd'hui le font en France. Donc ils s'approvisionnent pour leurs ingrédients, par exemple en train. Bien évidemment, ça demande des soucis logistiques, il faut être assez proche d'une gare pour pouvoir faire ça, mais c'est faisable. Encore une autre idée de réduction de son impact environnemental serait de modifier la recette du produit. Donc diminuer dans notre recette, si on a un ingrédient qui a un fort impact, par exemple le beurre, on va se dire, bon bah mon beurre il est à 20% dans ma recette, je vais essayer de diminuer ce pourcentage à 15% en augmentant peut-être d'autres ingrédients moins impactants pour l'environnement, afin que mon produit ait moins d'impact. Une autre voie d'optimisation qui est assez facilement réalisable chez les industriels est la diminution du poids des emballages. Par exemple, si on a un carton de céréales, on essaye de diminuer son épaisseur et son poids. Donc l'avantage de cette voie de diminution de l'impact est qu'elle va vraiment dans le sens économique également, parce qu'en diminuant les emballages, on diminue forcément le coût que ça va nous coûter. Ensuite, au niveau de son site de fabrication, on peut essayer de faire un bilan carbone, voir les gros postes de dépenses énergétiques, essayer par exemple d'avoir une gestion plus optimisée de l'eau pour réduire l'impact, ou encore utiliser par exemple la chaleur issue des machines pour chauffer un autre endroit de son site de fabrication. Donc vraiment toujours raisonner où sont les postes de dépenses les plus importants sur mon site de fabrication et voir comment les améliorer. Ensuite, une idée un petit peu plus marginale, c'est assez au cas par cas, ce serait d'essayer par exemple l'industriel, dans son site de fabrication, il y a des machines très bien calibrées, très performantes. Donc par exemple de faire pré-cuire un petit peu plus son produit pour que les temps de cuisson ensuite chez le consommateur qui lui va les faire cuire avec des plaques qui dépensent beaucoup d'énergie ou un four, pour que les préconisations de cuisson soient moins longues chez le consommateur. Par exemple des pâtes pré-cuites, l'industriel essaie de les faire pré-cuire un petit peu plus longtemps dans ses grosses machines et comme ça le consommateur n'a plus qu'à les faire cuire 3 minutes chez lui au lieu de 5. Et un dernier axe de réduction de l'impact serait de limiter le gaspillage chez le consommateur. Donc ça va plus dans le sens de l'éco-conception des emballages par exemple. Danone, je pense que vous avez entendu parler, a développé un pot de yaourt où le fond en fait est un peu plus arrondi. Ce qui fait que le consommateur, quand il va racler à la fin son pot de yaourt, il restera moins de produits dans le fond et donc il y aura moins de gaspillage alimentaire, ce qui va également dans le sens de l'environnement. L'industriel peut aussi afficher sur ses produits les consignes de tri, donc ça permet d'éduquer les consommateurs et ensuite les emballages seront bien triés, il n'y aura pas d'erreur de tri chez le consommateur. Donc bien évidemment, ces axes de réduction, il ne faut pas oublier, avoir en tête qu'un critère économique est toujours présent dans la tête des industriels. Donc certains industriels sont prêts à payer un petit peu plus, donc comme on a vu ce matin, le fève pour les crêpes sont prêts à payer un petit peu plus pour avoir de la farine locale, mais c'est assez rare au final dans le panel d'industriels français qu'on a aujourd'hui. Ils regardent quand même beaucoup le critère économique avant le critère environnemental. Mais au final, dans les réductions
que j'ai proposé, il y a des possibilités d'aller dans ce sens. Donc l'environnement ne coûte pas, faire du bien pour l'environnement ne coûte pas forcément plus cher. Un autre petit quiz. Selon vous, donc j'ai mis 4 produits, des steaks hachés de France, de bœuf, un jus d'orange qui vient du Brésil, un poulet de France et de l'emmental râpé. Donc on oublie le poids des produits puisque tout est ramené à la même unité de 100 grammes ou 100 millilitres. Il faudrait les trier en fait du moins impactant au plus impactant pour l'environnement. Donc pareil, je vous laisse 2 secondes. Donc, la réponse. Le jus d'orange reste le moins impactant des produits, même s'il vient du Brésil. Donc on pourrait se dire, il vient de loin, il est plus impactant parce qu'il vient de l'autre bout, d'un autre continent. Mais au final, les jus d'orange sont transportés par bateau, et le bateau est un mode de transport moins impactant que le camion en France. Même si les oranges, forcément, elles ne vont pas être produites sur le port, donc il y aura un petit peu de camion qui sera effectué en Brésil avant le bateau. Le transport n'est pas ici la clé qui nous permettra de classer les produits entre eux. Ensuite, pourquoi l'orange est moins impactante qu'un poulet? Puisque le poulet, c'est donc un animal qui va être élevé pendant au mieux 2 mois, c'est un label rouge. Il va falloir pendant ces 2 mois le nourrir, utiliser de l'énergie pour les bâtiments d'élevage, donc avoir fait des cultures en amont, etc. Donc c'est un produit qui est plus impactant qu'un produit végétal, qui demande lui en général que de l'eau et du soleil. Ensuite, pourquoi l'emmental est plus impactant que le poulet? Donc l'emmental, c'est un produit issu du lait, de la vache, et forcément cette vache déjà est un animal beaucoup plus gros que le poulet, qui vit beaucoup plus longtemps pour avoir au moins une gestation et faire du lait, donc minimum 1 an. Donc au final, c'est pendant toute cette année, il aura fallu nourrir la vache, il aura fallu l'élever, avoir un bâtiment pour elle, aussi un bâtiment de traite. Donc c'est ce qui explique la différence entre l'emmental et le poulet. Et après, pour les 2 derniers, donc le steak issu d'un bœuf, c'est toujours une histoire de longueur d'élevage. Disons que le bœuf, pour arriver à son steak, il faut quand même l'élever pendant 2 ans avant de l'abattre. Ça mange plus qu'une vache, donc forcément, c'est plus impactant pour l'environnement. Après, des petits chiffres pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, dans un panier de courses d'un Français, seulement 5% de ce panier sera constitué par la viande, les produits carnés, mais représenteront 10% des émissions de CO2. Alors que si on considère les fruits et les légumes, ils représentent beaucoup plus, ils ont une plus grande part dans le panier alimentaire, mais représentent seulement 3% des émissions de CO2. Ensuite, dans cette slide, j'essaie de faire le lien en fait, entre l'affichage environnemental et l'agriculture biologique. Donc, comme on l'a dit précédemment, l'agriculture, l'étape la plus impactante, c'est la production des ingrédients. Et l'agriculture biologique, qui permet donc d'utiliser moins d'intrants, moins de pesticides, permet de réduire l'impact de cette étape sur l'environnement. Mais il faut faire attention, parce que l'affichage environnemental permet de prendre en compte vraiment toutes les étapes du cycle de vie, pas seulement l'étape de production des ingrédients. Et à la fin, on se rend compte que le bio, c'est bien, mais il faut quand même faire attention au type de produit utilisé. Donc si par exemple on achète un steak bio, il sera tout de même plus impactant qu'un poulet conventionnel. Il faut toujours avoir en tête le cycle de vie, de quel produit on parle, et également les modes de transport et de production. On parlait des tomates ce matin, et si on a un produit local bio, on se dit il est local, il est bio, il est moins impactant pour l'environnement. Sauf que s'il n'est pas adapté au terroir, qu'il est cultivé sous serre, on lui apporte énormément d'irrigation, il va être beaucoup plus impactant qu'un produit qui aura été transporté depuis le Brésil, par exemple, des oranges du Brésil, mais qui aura été acheminé en bateau et cultivé de saison là-bas. Donc pour finir sur l'affichage environnemental, donc l'expérimentation est toujours en cours. Et courant 2013, il va y avoir une remise en fait, au Parlement du bilan sur cette expérimentation pour savoir ensuite vers quoi on évolue, quelle méthode on choisit, puisqu'on a vraiment un grand panel d'entreprises qui s'y sont intéressées. Donc, quelle méthode on choisit, quel indicateur on retient, et surtout, est-ce qu'on évolue vers une législation? Donc, a priori, ça serait possible que d'ici l'année prochaine, il y ait une législation et que sur tous les packaging ou tous les produits alimentaires commercialisés en France, il y ait une obligation d'avoir un affichage de l'impact environnemental de ces produits. Je vous remercie pour votre attention. Bravo. Traditionnelle. Il y a des questions. Oui, Jérôme. Oui, alors
Alors j'ai une petite question par rapport à l'affichage sur le packaging de l'impact environnemental. En fait, j'en ai deux. La première, c'est comment on définit c'est quoi 100%. Et la deuxième, est-ce que vous savez déjà à peu près l'impact, pas psychologique, mais l'impact sur les personnes, enfin les consommateurs. Est-ce que cela aura un effet, comme par exemple lorsqu'on va acheter un hamburger et qu'on voit que si on mange cet hamburger-là, on a pris 150% de sel de la journée? L'impact sur les achats des consommateurs, par exemple si on a un produit qui est plus impactant pour l'environnement, n'est pas démontré aujourd'hui. Il y a des études consommateurs en cours. C'est pas évident pour un consommateur aujourd'hui de se dire, par exemple, je vais payer mon produit plus cher parce qu'il est moins impactant pour l'environnement. Après, c'est plus une volonté de les éduquer, de leur dire, bon bah écoutez, attention, si vous mangez tel produit, il va être vraiment très impactant pour l'environnement, donc il faudrait peut-être essayer d'équilibrer autre part. Après, en soi, les consommateurs, voilà, ils ont également d'autres critères comme la qualité qui rentrent en compte et le prix qui sont pas négligeables devant l'environnement. Ensuite, ça commence à rentrer vraiment dans les têtes l'impact sur l'environnement, donc ça peut être un critère déterminant, mais c'est pas le seul, c'est sûr. Et la première question pour les 100%, donc c'est la méthode de Casino. Ils ont défini les 100% en fonction d'études qui ont été faites sur la consommation alimentaire d'un Français à l'année, ramenée au jour, combien en moyenne, en prenant vraiment une grosse moyenne, hein, donc c'est pas un enfant, c'est pas un adulte, c'est vraiment une moyenne des consommateurs, combien voilà, en une journée un Français moyen qui mange normalement et qui ne se laisse pas mourir de faim, quel sera son impact sur l'environnement, quelles émissions de CO2 il va avoir, quelle consommation d'eau moyenne, etc. Nous avons une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. Là, sur l'exemple que vous avez donné avec le steak et le jus d'orange et le poulet, si je comprends bien, en fait, je devrais boire que du jus d'orange qui vient du Brésil. Moi j'ai pensé que s'il y avait deux axes et qu'on tenait compte, par exemple, des besoins alimentaires, ça serait un peu plus clair. Et quand je sortirais, je me dis, ah c'est bien, je peux peut-être enlever ça de mon alimentation parce que j'ai quand même besoin de protéines et puis j'ai besoin de glucides et je peux le remplacer par ça. Alors que là, comme je ne comprends pas grand-chose, en sortant, je vais me dire les steaks hachés, c'est fini. Là, je l'ai vraiment axé sur l'environnement, pas sur la nutrition. Si on considère que l'environnement, il faut arrêter de manger de la viande. C'est pas forcément la solution, puisqu'on a des besoins nutritionnels, évidemment, en protéines. Après, entre un steak haché et un poulet, comme je l'ai montré sur les 4 produits, vaut mieux privilégier la viande blanche qui sera abattue plus jeune et qui, du coup, aura moins d'impact sur l'environnement. Mais bien évidemment, il faut prendre en compte la nutrition. Au final, les distributeurs font également de l'étiquetage nutritionnel. On peut regarder les deux choses quand on achète un produit, à la fois l'impact sur l'environnement et également qu'est-ce que ça m'apporte nutritionnellement. Nous avons une autre question ici. Merci, bonjour. Une question qui découle un peu de la conférence d'avant. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un indice entre le produit lui-même, le fruit par exemple, le bœuf, et l'emballage, sachant qu'il y a des emballages très différents aussi entre deux produits qui vont être identiques? Au final, vu que l'emballage est pris en compte dans cet affichage environnemental, si l'industriel fait un effort sur son emballage, s'il diminue ou s'il change un matériel dans son emballage de produit, on le verra sur l'affichage environnemental. Donc si par exemple à la base on a un affichage, un indice, si je prends Casino de 10%, on fait un effort sur l'emballage, on diminue le poids ou bien on change un composant par un autre qui est moins impactant, on va avoir notre indice qui peut passer de 10 à 8 par exemple. Entre deux steaks hachés qui sont fabriqués de la même façon, on va dire, en France, peut-être pas la même région, mais qui ont deux emballages différents, est-ce qu'on pourra voir justement cette notion-là? Oui, du coup, c'est l'avantage de cet affichage environnemental, c'est qu'on pourra vraiment comparer des produits entre eux à partir du moment où ils appartiennent à la même catégorie, donc un produit alimentaire. On va pouvoir comparer tous les produits alimentaires entre eux, qu'ils soient de la même famille ou pas. Donc on pourra comparer les deux steaks hachés des deux industriels différents ou même du même industriel qui a deux types de packaging et on verra la différence entre ces deux produits en fonction de leur emballage par exemple ou autre. D'autres questions? Oui. Bonjour, j'ai remarqué il y a deux sujets en fait dans un sujet. C'est-à-dire il y a l'impact sur l'environnement en fait, et puis le produit bio, c'est-à-dire le label bio. Il y a deux labels sur un... Et là il faudrait qu'il y a le produit bio, c'est-à-dire il y a une filière, comment on doit effectivement au niveau de l'élevage, au niveau de la plante, au niveau de la chose, c'est-à-dire pour qu'elle arrive en tant que produit. Et puis la transformation et puis le cycle de vie du
produit lui-même. C'est vraiment deux sujets. Pour moi, l'affichage environnemental et le bio sont complémentaires dans le sens où le bio va être axé vraiment sur la production des ingrédients. Donc on va avoir un logo bio et un autre logo sur le produit de l'affichage environnemental. Ce sera deux logos différents, sûrs, qui prennent en compte des choses qui ne sont pas prises en compte par l'affichage environnemental. Par exemple, l'agriculture biologique peut éventuellement prendre en compte le bien-être animal. C'est quelque chose qui n'est pas comptabilisé dans l'affichage environnemental. L'affichage environnemental prend en compte le gaspillage alimentaire chez le consommateur qui n'est pas pris en compte dans l'agriculture biologique. Donc en fait, avoir ces deux informations sur les produits nous permet d'avoir une complémentarité. On sait que c'est bio, donc ça a été produit de telle façon, mais on sait que l'impact est de temps, que du coup c'est un produit qui a été cultivé pas sous serre ou qui a été cultivé de saison et qui a donc un impact moins élevé qu'aurait un autre produit. Je peux avoir un produit qui respecte l'environnement et ne peut et qui peut être bio, c'est-à-dire un label bio. C'est-à-dire on peut séparer les deux, c'est-à-dire c'est deux sujets différents. C'est pour ça que ma réflexion est, c'est-à-dire on a parlé de l'étiquette environnementale, mais on n'a pas parlé de la filière en fait, du cycle. On n'a pas parlé du cycle bio pour comprendre que c'est un label bio. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour faire une ouverture sur l'affichage environnemental et le bio. C'est deux informations sur les produits. C'était à la fin de ma présentation. C'est plus pour ouvrir, dire que c'est pas la même. C'est deux informations différentes, certes, mais qui œuvrent toutes les deux dans le sens de l'environnement. Sujet passionnant, beaucoup de questions. Une dernière? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment ça se passe le financement. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu pour réaliser ces calculs d'indices environnemental, ça sera réalisé par les industriels ou est-ce que je sais plus, je crois que ça a été mis, il y a des cabinets d'audit externes, je crois, mais voilà, c'était plus sur l'aspect financement en fait, comment ça se passe, si vous savez. Alors, la plateforme dont je vous ai parlé dans ma première slide, la plateforme Madame Afnor, il travaille également à l'élaboration d'une base de données publique générique sur les impacts environnementaux de chacun des ingrédients, de chacun des emballages, qui à terme sera disponible donc, pour tous les industriels et gratuite. Mais actuellement, le problème, c'est qu'elle n'est pas disponible. Réaliser une analyse de cycle de vie sur chaque ingrédient de sa recette, ça coûte de l'argent. C'est réalisé en plus souvent par des cabinets externes, des cabinets de conseil spécialisés là-dedans. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un frein à son développement. Ensuite, si ça devient une législation, il faut aussi que derrière, il y ait un accompagnement du gouvernement pour qu'ils aident tout le monde à se mettre au même niveau, parce qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités financières. C'est un acte citoyen aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment volontaire et voilà. C'est-à-dire pour qu'une entreprise s'intègre un peu à l'image de l'entreprise citoyenne. Voilà, c'est ça. Très bien, bravo. On peut applaudir.